Applaudir. Vous avez deux ministres de l'Industrie et du Commerce à 20 ans d'intervalle, puisque si je me rappelle bien, c'est Mzoua, vous aviez pris vos fonctions en 2004, et là on est en 2024. On va se partager les micros. Alors comme je me fais souvent appeler Mézoir, je vous l'ai ramené. Comme ça, vous l'avez. Mais je vais vous révéler quelque chose d'intéressant. En fait, Riyad est mon frère, mon petit frère. Et quand il a été choisi, je lui ai dit, tu enlèves le A, tu laisses Mzour, comme ça personne ne se rend compte. Et voilà, mais brillant ministre qui fait de très belles choses et je suis très fier de lui. Oh, c'est gentil ça. Alors pour vous dire, pour tout vous dire, les choix, les métiers mondiaux du Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté, voilà où c'est qu'ils ont été conçus. C'était pas évident, hein, c'était pas évident à l'époque de choisir ses batailles. Et encore, on y revient souvent, on veut toujours tout faire, on a beaucoup de pression. Alors, et en plus, il venait du textile, hein, ce qui était compliqué. Les premiers langages de vérité vis-à-vis des industriels, les voilà. Et je vous demande de les applaudir. Mais en fait, je vais vous révéler quelque chose. Quand on a fait le choix de Salah Eddine Mzouar, c'était au moment du démantèlement tarifaire et de l'arrivée de la Chine dans le textile. En fait, ma mission initiale était de gérer la transition. Mais il y a une devise que je vous demande de retenir. Les Andouba Bouhda, Allah, Yishidha, Ali. Gérer un problème, il vaut mieux gérer une perspective. D'où l'idée de l'initiative autour du plan émergence. Et voilà, 20 ans après, ce que ça donne. C'est magnifique, c'est une belle. On va prendre les micros. Et on récupère un... Et on va couper cela, c'est ça? Ouais. Alors, 2004-2024, j'ai quelques chiffres, comme ça on peut s'asseoir. On sera plus à l'aise. Et en plus, l'idée aussi, c'est de faire gravement souffrir Faisal, qui nous a demandé de raccourcir. Et comme je suis un révolté né, je vais essayer de rallonger au maximum. Assieds-toi. Alors, j'ai quelques chiffres, si tu permets. Alors ça dépend. Et dans le mot introductif, tu n'es pas censé intervenir. On est d'accord. Ça, c'est mon temps à moi. On est d'accord? Est-ce que je suis obligé de me plier à l'autorité? Je te conseille de le faire. Bien. Alors, 2004-2024, j'ai quelques chiffres, histoire que vous ayez une idée. Alors, en 2004, on avait à peu près 507 000 emplois industriels. Fin 2023, parce qu'on n'a pas encore les statistiques 2024, on est hors outsourcing, parce qu'il dopait aussi avec l'outsourcing avant, 947 000 emplois. Donc c'est du x2 grâce aux choix qui ont été faits. Valeur ajoutée, 2004, industrielle, 59 milliards de dirhams. 2024, 216 milliards de dirhams, fois 3,7. Voilà ce qui a été fait. Exportation industrielle, 2004, 75 milliards de dirhams. 2023, 375 milliards de dirhams. 300 milliards de plus, fois 5. Fois 5. C'est tout? C'est tout. Ok. Fois 5. Tu imagines? Alors, ce qui est génial, c'est x2 en emploi et x5 en exportation et x3,7 en valeur ajoutée. C'est dire la montée en gamme qui est traduite. Alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Écoute, qu'est-ce que j'en pense? C'est que d'abord, c'est une belle histoire. C'est l'histoire de la réussite de notre pays et de la réussite des visions stratégiques impulsées par Sa Majesté. Je pense que j'ai toujours en mémoire les magnifiques compétences marocaines et les équipes qui ont travaillé sur ça. Bien sûr,
Il y a Certaines deux sont personnes, là encore, hein. il y a des têtes qui sont là. C'est Samar aussi, qui était à l'époque directeur de l'industrie. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je revois ces personnes et je vois la trajectoire que ces personnes ont accomplie au service de notre pays. Et je vois la succession, effectivement, d'excellents ministres qui ont assuré le développement dans le cadre d'une vision stratégique, dans le cadre de la cohérence, en faisant de sorte que les choses aillent dans le sens où elles doivent aller. Félicitations à Riyad pour ce magnifique travail. Trajectoire mais qui est bien sûr, intéressante. je parle de la trajectoire, mais chaque ministre vient et apporte sa touche, et c'est ça ce qui est beau. Mais il y a toujours de la cohérence, il y a de la vision, il y a de la continuité, il y a du travail, il y a de belles compétences et de belles histoires qui se construisent autour de tout ça. Je peux prendre un petit mot là? Je suis pas sûr. Je vous tiens tous les deux. Je suis pas très sûr. Non mais si, je vous tiens tous les deux. Vous étiez à différentes époques avec des contextes qui étaient complètement différents, on est bien d'accord. On a eu la malchance ou la chance de passer par le Covid, la malchance pour ceux qui l'ont vécu dans leur chair, la chance d'un point de vue macro, parce qu'on a vu que les chaînes de valeur devaient être réorganisées, on a repris conscience de beaucoup de choses, certains pays d'Europe de relocaliser, mais nous, d'avoir cette notion de souveraineté. Si on devait regarder dans les 10 ans à venir, je ne sais pas Riyad, mais à chaque fois qu'on commençait ces rencontres, on disait tout le temps, si on nous avait dit que l'automobile serait... Ça, on le dit plus maintenant, parce que c'est une donnée qui est acquise. Maintenant, si on doit regarder vers l'avenir, et si on doit parler de ce sujet dont on va parler aujourd'hui, cette souveraineté, Simzouar, aujourd'hui, 2024, avec tout ce qui a été accompli, avec tout ce qui s'est passé, avec le pragmatisme dont on a enfin fait preuve au Maroc, comment vous voyez les 10 prochaines années? Bien, alors je pense d'abord qu'il y a des changements structurels qui sont en train de s'opérer. Dans la notion de globalisation sur laquelle nous avions surfé, c'est une tendance qui va plus se régionaliser, avec les contraintes naturellement liées à l'environnement global qui imposerait que certaines dynamiques doivent continuer. Nous sommes dans une phase de balance, et cette balance est liée à un jeu de puissance, et le jeu de puissance conduit à des retours vers des pratiques qui étaient censées être dépassées. Je n'oublierai pas les décisions qui ont été prises au niveau des grandes puissances sur ces questions de souveraineté, etc. Ça marquait une tendance, mais aujourd'hui, je pense que cette tendance va s'envoler. Nous sommes en train de parler du Sud global aussi. Et cette dynamique du Sud global va conduire à quelque chose de différent, de quelque chose de nouveau. Nous, pays qui a construit sa stratégie sur des choix, je pense que le temps est venu de passer à une extension de choix, à une ouverture sur de nouveaux métiers, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui sont en train de se développer avec de nouvelles compétences, de nouvelles visions, mais il faut qu'on aille vers des niches nouvelles. Je pense qu'on a fait nos preuves, nous sommes un pays crédible, nous avons les compétences qu'il faut, nous avons la vision qu'il faut, nous avons la détermination qu'il faut. Maintenant, il est temps d'arrêter de dire oui, nous avons fait sur ces métiers, etc. Il faut passer à autre chose. Et ce autre chose, il se construit aujourd'hui pour qu'il soit mûr dans 10 ans. Et je pense que c'est le travail que mon ami et d'autres doivent nécessairement réaliser. Mais cette question de souveraineté, le Maroc est très attaché à la souveraineté. Sa Majesté, c'est un des piliers de son règne et du règne des rois. Et je pense que sur la question de la souveraineté économique et la souveraineté industrielle, c'est quelque chose qui reste pour moi relatif. Mais il est fondamental de dire quel type de souveraineté on devrait avoir. On ne peut pas avoir une souveraineté globale. On devrait réfléchir et dire je veux avoir de la souveraineté sur telle et telle chose qui sont liées à la souveraineté globale du pays. Et c'est ça pour moi qui est important. Mais parler de souveraineté comme ça, c'est large, c'est vague, mais il faut focuser. Tu lui as jeté la pierre pour qu'il me demande de la définir. Exactement. Voilà. Hein, c'est ça ? Toi qui es au charbon maintenant, quelles sont justement ces piliers, ces souverainetés sur lesquelles on va se concentrer pour les années à venir? Alors je l'ai expliqué et je vais le réexpliquer l'année dernière, je vais le réexpliquer pour ceux qui n'étaient pas là.
Je crois que je l'ai mal expliqué l'année dernière parce que même Faisal ne l'a pas retenu. J'ai du mal à retenir. Je lui ferai un livre à colorier avec la souveraineté dessus après. Il m'en veut. Non, je t'adore. La souveraineté, il ne faut pas mélanger le concept de souveraineté avec le concept d'autosuffisance. Beaucoup de gens disent qu'il faut tout produire. On est incapable de tout produire. Et aucun pays au monde n'est capable de tout produire. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté? Ça veut dire être en mesure de répondre aux besoins de ses concitoyens. Les stratégies, et pourquoi c'est un changement de paradigme dans les stratégies industrielles jusqu'à présent? Jusqu'à présent, on a fait des stratégies industrielles basées sur les opportunités de marché et les compétences intrinsèques qui nous permettaient d'y répondre. Et en ouvrant de plus en plus de marchés et en saisissant le maximum d'opportunités qui étaient à notre portée, soit en transformant notre outil, soit en créant de nouveaux secteurs qui étaient accessibles. Voilà le principe. Un principe économique classique, je fais mon étude de marché et je construis l'outil de production, je mets le capex qu'il faut, le soutien qu'il faut, la compétitivité qu'il faut pour pouvoir y arriver. Voilà comment ça se construisait, un BP normal. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'ajoute en plus vu le contexte international. D'abord, il faut répondre à nos propres besoins, c'est devenu une exigence parce qu'on était en capacité et en incapacité pour certains pays de répondre à certains besoins. Le Covid est passé par là, donc c'est devenu une nécessité et une priorité dans laquelle il faut surinvestir. Il faut sursoutenir la compétitivité. Beaucoup de pays le font, les États-Unis le font, sur certains secteurs, les Européens le font, les Chinois le font, tout le monde le fait. La deuxième des choses, c'est que c'est devenu en elle-même une opportunité de marché. Comme beaucoup de pays autour de nous essayent d'assurer leur souveraineté, comment ils l'assurent? Ils l'assurent soit en relocalisant, là on perd un peu quelque chose, même si la compétitivité n'y est pas, mais ils l'assurent aussi en multipliant leurs sources d'approvisionnement. Quand on est monosource en Asie, on a besoin d'une deuxième source. Nous, on devient un maillon de la chaîne pour soutenir la souveraineté de ces pays. C'est pour ça que Sa Majesté a bien précisé la souveraineté comme objectif et comme moyen. Donc c'est devenu un paramètre supplémentaire, ça ne veut pas dire qu'on renonce aux autres, un paramètre supplémentaire de lecture de notre BP stratégique au niveau de l'industrie. Voilà le concept, comment il explique. Alors, je peux répondre aux 10 ans à venir ou c'est pas la peine? Oui. On n'est pas, c'est pas utile? Si, c'est important parce qu'après, c'est de ça dont on va discuter avec tous les intervenants. Alors, nous, on n'a pas de 10 ans à venir. Notre rendez-vous, c'est 2030. Et si vous devez retenir un seul message, et je parle aux chefs d'entreprise un à un, de manière individuelle, un seul message, un seul objectif, c'est x2. Pas x2 en chiffre d'affaires, pas x2 en valeur ajoutée, x2 en emploi. Point. Démultiplier, il a raison. On doit passer à d'autres critères de performance, à d'autres KPI. Celui qui emploie 100 aujourd'hui doit employer 200 en 2030. Sans compter les startups qui vont créer le reste pour absorber le stock. C'est très simple à appréhender. Bien sûr, on va saisir toutes les opportunités qui se présentent, on va accompagner, on va régionaliser, on va créer des nouvelles chaînes de valeur, tout ça, vous allez en parler. On va accompagner la transformation, la montée en gamme. Tout ça, toutes les pierres seront là. Et le financement, l'ingénierie, you name it. Fois 2. Fois 2. Fois 2. Notre économie a une capacité de créer, en théorie, je parle aussi à un ministre des Finances, de l'économie et des finances. Quand tout va bien, sa capacité théorique est de créer 150 000 à 200 000 emplois, quand il n'y a pas de sécheresse, quand les marchés internationaux ne sont pas en crise, etc. On a en net, on a 120 000 personnes qui quittent l'emploi chaque année, mais en net, on a entre 300 et 350 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. C'est x2. Il faut multiplier la voilure par 2. Alors débrouillez-vous. Vous allez me dire,
Moi, je suis dans la banque, je ne sais pas comment faire x2. Débrouillez-vous. Trouver des marchés annexes, créer de nouveaux produits, créer de nouveaux services. Débrouillez-vous. Un chef d'entreprise qui n'arrive pas à multiplier ses déclarations par 2 en 2030, il devrait être considéré pas par les pouvoirs publics, mais d'abord par ses actionnaires, et ensuite, et surtout par ses employés, comme pas suffisamment ambitieux. Donc je n'ai qu'un mot à dire, et c'est pour ça que je le répète, je ne veux pas me disperser dans des stratégies, alors qu'elles sont multiples. Je voudrais que vous reteniez une seule chose dans votre BP 2030 x2 en emploi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, messieurs les ministres, pour avoir ouvert. Si vous aurez un petit commentaire, et ensuite on pourra passer à nos panels. Moi, j'adore les objectifs comme ça. C'est clair, c'est précis. On sait ce qui nous attend et il faut mettre la main à la pâte. Moi, j'ai toujours été... je suis passé par 3 gouvernements, dans différentes fonctions. J'étais chef de parti et puis on allait dans les campagnes et on disait « Nous allons créer 1 million d'emplois pendant machin, etc. » Mais en fait, on le discute en interne, mais on ne le discute pas avec le secteur privé qui est censé nous accompagner. Et donc forcément, en cours de route, on se retrouve avec une obligation à laquelle nous n'avons pas suffisamment structuré sa construction avec ceux qui doivent nécessairement contribuer à l'investissement, à créer de l'emploi. Merci Riyad, on multiplie par 2, c'est à mon sens atteignable. Nous sommes un pays avec une perspective sur les 6 prochaines années, 10 prochaines années, de capacité de création, de croissance inclusive, qui crée de l'emploi. Et je pense que nous sommes capables de multiplier au moins par 2 notre rythme de croissance. Je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi on est encore à ces niveaux. On peut me donner toutes les explications. J'étais ministre de l'économie et des finances, je comprends les enjeux et tout ça, mais je pense que nous fonctionnons avec un rythme de croissance trop faible pour la capacité de notre économie et par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Je m'arrête là. C'est juste un petit... mais je critique personne. Oui, c'est tout petit. Oui, c'est un petit cure-dent d'un ancien ministre de l'économie des finances. x2, on a bien compris, mais tu l'as dit 6 fois, ça fait x12. Voilà. Merci. Merci Simoswar, merci Simzour. C'était un plaisir. Non, on est bien d'accord. Une belle improvisation. C'était pas prévu, mais on est quand même sympa. On a un petit prix pour vous. Non, pour vous. Non, il n'y a rien. C'est une fois qu'on a terminé, on fait le bilan et on voit si on le mérite. Mais c'est amplement mérité, en tout cas, dans le process. Tiens, je te laisse le micro. Je tiens tout d'abord à remercier M. le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mansour, et remercier infiniment et chaleureusement notre ministre, c'est Salah Eddine Mzouer, qui a milité pour le pays. C'est un très grand homme d'État. Qui milite toujours. Et qui milite toujours. Alors, ce trophée symbolique, hier soir, on a décerné des awards à l'excellence industrielle et hommes et femmes qui sont dans l'excellence de la production, l'excellence industrielle. Aujourd'hui, ce n'est rien, c'est juste le trophée de Industrie du Maroc Magazine. C'est le coup de cœur de Industrie du Maroc Magazine que humblement, on vous le présente.